Donc on continue et maintenant on arrive à l'étude du comportement de la jonction PN. Alors c'est presque l'objectif de ce cours et ça va être notre premier composant semi-conducteur étudié. Alors nous allons d'abord étudier la création de la jonction PN et la création de ce qu'on appelle la zone dépeuplée et on va étudier les hypothèses de Shockley, ce qui va nous permettre de calculer les grandeurs électriques de la jonction à l'équilibre. Puis on va étudier le comportement de la jonction sous l'effet d'un champ externe. C'est ce qui va nous permettre de dériver la caractéristique de la diode. Alors la diode, c'est la jonction PN. Donc une jonction, c'est quoi? C'est lorsque on met deux semi-conducteurs dopés du type N et l'autre dopé du type P côte à côte de façon à ce qu'il ait une surface commune et c'est cette surface qu'on va appeler jonction. Donc ici on a un semi-conducteur de type P et cette surface dite jonction elle est partagée avec ce semi-conducteur de type N. Alors la première image qui vient en tête, c'est qu'on prendra un morceau de semi-conducteur dopé type N qu'on mettra à côté d'un semi-conducteur de type P et on va les mettre à côté. Alors ça ne fonctionnera jamais parce que ici, la surface ne serait jamais rigoureuse, ne serait jamais parfaitement plane. Et si on regarde au niveau microscopique, il y aura sûrement des rigorosités qui vont faire que on n'aura pas un contact parfait. Donc, ça ne se passe pas comme ça. La réalité, c'est qu'on prendra un semi-conducteur, disons par exemple un barreau de silicium, et on va doper une zone avec le type P et une zone avec le type N. Bien sûr, pour avoir la jonction qui fait partie du silicium. Donc, industriellement, ce n'est pas possible de prendre deux morceaux et de les coller. Industriellement, on va faire un dopage par partie. Bien, donc, ce qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle la jonction abrupte. Alors, la jonction abrupte, c'est quoi? C'est une jonction où c'est dopé en P. Donc, ici, ND moins NA est négatif, ça veut dire que ici, c'est dopé en P. Jusqu'à une certaine surface. Et il y a une transition abrupte, une transition franche, un franc montant, et l'autre partie est dopée en N, c'est-à-dire en accepteur, alors, en donneur, pardon. Donc ici on a les donneurs et aussi on a les accepteurs. Ici ND moins NA est négatif et positif, ici il est négatif. Donc il y aura parfaitement une surface, un plan dans lequel à gauche c'est dopé N et à droite c'est dopé P. Alors, vous pouvez l'imaginer, c'est un modèle qui est simplifié et qui est approximatif, qui n'existe pas réellement. Alors, la réalité, c'est que lorsqu'on fera du dopage, il y aura une zone où c'est un dopage P et ça décroît graduellement jusqu'à un certain point où ça commence à croître graduellement de façon à ce que dans cette zone, on aura un dopage N et dans cette zone, on aura un dopage P. Donc, c'est ce qu'on appelle le modèle graduel. Alors, le modèle abrupt n'existe pas réellement. C'est le modèle graduel qui existe. Mais l'étude du modèle abrupt permet, avec quelques corrections, d'arriver au modèle réel. Donc, au long de ce cours, on va se supposer qu'on est dans le modèle abrupt. Bien. Maintenant, avant d'entamer les équations et les calculs, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe dans un semi-conducteur lorsqu'on a une jonction. Donc, lorsqu'on met deux zones, une zone P et une zone N, en contact, ce qui suit se passe dans l'ordre. Donc, dans cet ordre, ces 5 étapes, ils vont se passer une à une. La première étape, c'est que les porteurs de charge mobile dans la zone P, c'est-à-dire les porteurs de charge mobile ici qui sont les trous. Alors, remarquez que ici, j'ai représenté beaucoup de trous, ces petits cercles ici blancs, et quelques électrons parce qu'il y aura toujours des électrons qui seront minoritaires. Il y aura les trous qui seront majoritaires et les électrons qui seront minoritaires. Et l'inverse, dans la zone N, on aura beaucoup d'électrons et quelques trous. Donc, les porteurs majoritaires dans la zone P, c'est-à-dire les trous,
et les porteurs majoritaires dans la zone N, c'est-à-dire les électrons, vont s'attirer vers la jonction. C'est normal, il y a une abondance d'électrons ici, il y a une abondance de trous ici, ils vont s'attirer, il y aura de la diffusion. Alors, on peut voir ça autrement. Ici, on a une concentration d'électrons qui est importante. Et dans ce semi-conducteur, il y a un manque d'électrons. Automatiquement, il y aura un courant de diffusion qui va ramener les électrons dans cette direction. La même chose pour les trous. Il y aura beaucoup de trous ici et il y aura très peu de trous ici. Donc, il y aura une diffusion de trous dans ce sens. En tout cas, on peut imaginer que ce sont les trous qui attirent les électrons. On peut imaginer que ce sont des courants de diffusion. L'essentiel, c'est qu'il y aura un mouvement d'électrons en direction de la jonction. Il y aura un mouvement de trous en direction de la jonction. Donc ça, c'est la première chose. Il y aura un déplacement des deux côtés en direction de la jonction. Il y a un mouvement qui va partir vers la jonction. Donc, une fois que ces électrons se trouvent vont arriver à la jonction, alors ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se recombiner au bord de la limite. Il y aura de la recombinaison parce que l'électron qui rencontre un trou, ils vont automatiquement se recombiner. Il y aura le phénomène de recombinaison qui sera accentué. C'est quelque chose de prévisible. Alors, troisième étape, c'est que lorsqu'on va avoir la disparition des électrons qui sont majoritaires et des trous qui sont majoritaires, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que il faut jamais oublier, alors ce que je représente ici par un moins et un plus, ce sont les ions. C'est les ions iridium et les ions phosphore, donc In- et P+, donc si je suppose par exemple ces dopants, qui vont rester immobiles. Alors je rappelle que dans un semi-conducteur dopé en N, on a les électrons, beaucoup d'électrons, quelques trous, et on a des ions positifs parce qu'on avait la neutralité. Alors ces ions positifs, quand on les a présentés, on a dit qu'ils sont immobiles, ils sont bloqués dans la structure cristalline, ils ne peuvent pas bouger. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? On garde ici, il n'y a plus d'électrons, mais il y a de la charge positive. Il y a les ions qui font qu'on a une charge positive cumulée dans cette zone. Et on aura une charge négative cumulée dans cette zone. Donc, une charge positive bloquée à droite et une charge négative bloquée à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une capacité. Il y aura la création d'une capacité autour de la jonction. Ce sera un effet capacitif. C'est une capacité qui est chargée. Donc, il y a de la charge positive due aux ions positifs dans la zone N et de la charge négative due aux ions négatifs dans la charge P, dans la zone P. Donc, automatiquement, c'est un effet capacitif. Et en plus, il y aura la création d'un champ qu'on va noter EI. Alors, pourquoi on va l'appeler EI? C'est juste pour dire qu'il sera interne. Ce sera un champ interne à la jonction. Donc, le champ partira donc de la direction droite vers la gauche, c'est-à-dire de la charge positive à la charge négative. Donc, il y aura un champ électrique qui part de la zone positive à la zone négative. Alors, plus il y aura de recombinaison, quand il y aura ce champ-là, la recombinaison, lorsque au début il y aura création de ce champ, la recombinaison va continuer. Il y aura toujours des électrons, et il y a ici des électrons, et ici il n'y a pas d'électrons. Il y aura la diffusion de ces électrons qui vont essayer de se déplacer par courant de diffusion. Donc, il y a un gradient, il y a ici beaucoup d'électrons, ici il y a un manque d'électrons, il y aura des électrons qui se déplacent. Les électrons arriveront ici, et de même les électrons arriveront ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se recombiner. Et quand ils vont se recombiner, on aura encore plus d'ions positifs. Donc, plus il y a de recombinaison, plus il y aura d'ions positifs, plus la charge de la capacité sera importante et plus le champ serait important. Donc,
il y a les électrons et les trous qui arrivent, qui se recombinent. Quand ce phénomène se passe, il y a création de porteurs de charges positives et de charges négatives. Cette charge positive et négative crée un champ. Et ce champ, le problème c'est que il est défavorable au mouvement des électrons. Pourquoi? Au mouvement des porteurs. Si on regarde ce champ interne, il va de droite à la gauche et ici on a des électrons. Alors, l'effet de ce champ sur ces électrons, c'est qu'il les repousse dans l'autre direction. Et ici, si on regarde son effet sur les trous sont positifs. Il les pousse, ce champ est en train de les pousser dans cette direction. Donc, c'est un champ qui repousse les porteurs vers les extrémités. Mais attention, il y a un gradient. Donc, les électrons et le trou ont envie de venir. Et donc, il y aura un certain moment où il y aura équilibre. On va arriver à un certain niveau où le champ électrique ici va commencer à grandir et grandir jusqu'à un certain moment où il sera suffisamment grand pour repousser les trous de ce côté et repousser les électrons de ce côté et arrêter le processus. Donc, il y aura le champ E qui repousse les trous plus loin dans la zone P et qui repousse les électrons plus loin dans la zone N et qui rend la recombinaison difficile. Et donc, finalement, à un certain moment où le champ devient important, devient suffisamment important pour pousser et arrêter tout le processus, on aura fin. Donc, je reprends. Première étape, on a la création, les charges mobiles qui arrivent dans les deux directions vers la jonction. Recombinaison, il y a création de quelques ions positifs et quelques ions négatifs. Le champ qui sera créé par cette première couche sera insuffisant pour arrêter les électrons et les trous. Les électrons et les trous vont continuer à arriver et il y aura plus de charges positives à gauche et plus de charges négatives à droite. Plus la charge augmente, plus le champ devient important jusqu'à un certain moment où il arrivera à arrêter le mouvement. Donc il y aura continuité de mouvement jusqu'à ce que le courant des électrons, qui est égal à moins QN NEI, multiplié par le champ interne, et sachant que le champ interne il est variable, il va commencer à grandir, il sera croissant. À un certain moment, ça va être égal à QN de N, gradient de N. À un certain moment, le courant va s'annuler. Si le courant s'annule, il n'y a plus de mouvement d'électrons, et donc le processus s'arrête. La même chose pour les trous dans la zone P. C'est là que Shockley intervient pour nous donner son hypothèse, plutôt ces deux hypothèses. Donc les deux hypothèses de Shockley, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il y aura une diffusion des porteurs, une diffusion totale des porteurs près de l'interface. Donc il y a une zone près de l'interface. Alors Shockley ne nous dit pas est-ce qu'elle est large, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est graduelle, est-ce qu'elle est décroissante. En tout cas, il nous dit qu'il y a près de l'interface une zone où il y aura une diffusion totale. Qu'est-ce que ça veut dire diffusion totale? Ça veut dire qu'il y aura tous les électrons et tous les trous qui vont se recombiner et on n'aura plus d'électrons. Donc dans cette zone ici, il n'y a ni électrons ni trous. C'est une zone qu'on dit dépeuplée. Dépeuplée bien sûr de porteurs. Il n'y a plus de population du type porteur de charge. Elle est dépeuplée, on appelle aussi la zone de déplétion. C'est une zone où on n'a pas de porteurs mobiles. Il n'y a ni trou ni électron. Il n'y a que de la charge fixe. Et puis, deuxième hypothèse de Shockley, c'est qu'il nous dit que la diffusion est quasi nulle aux extrémités. On y retrouve les conditions d'un semi-conducteur de type P ou N isolé. C'est ce qu'on appelle la région quasi neutre. Donc, dans cette région ici, vers la fin, vers l'extrémité du semi-conducteur, Shockley nous dit que on aura absence de diffusion, c'est-à-dire il n'y a rien qui s'est passé. C'est comme si cette zone du semi-conducteur type P ne se rend même pas compte qu'il y a une jonction, ne sait rien. Et donc, c'est un semi-conducteur de type P, pur et dur, et on peut y mettre
toutes les équations qu'on a vues jusque-là. La même chose du côté N. À partir de là, on peut dériver les caractéristiques électriques de la jonction Pn. Donc déjà, on sait que dans les zones quasi neutres N et P, c'est-à-dire en dessous d'un certain W1 et en deçà d'un certain W2, la charge est nulle. Donc pour tout X inférieur à W1 et X supérieur à W2, le ρ est nul. Pour les conventions, pour moi, le W1 et le W2 sont des abscisses, c'est-à-dire ce sont des valeurs algébriques. Donc autrement dit, W1 est négatif, c'est une grandeur négative, parce que c'est un abscisse pour moi. Donc, et il faut savoir que je prends donc pour origine de mon référentiel la jonction. Donc le x est égal à 0, c'est la jonction. Donc maintenant pour la zone, la partie de la zone dépeuplée qui est dans le semi-conducteur P, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des ions négatifs. Et donc la densité de charge ici, elle est égale à la concentration de dopage. Si on a dopé avec une concentration Na, pardon, on aura une charge qui est égale à E fois Na, donc à partir du principe que on a chaque ion qui apporte un électron volt. Donc une charge élémentaire. Chaque ion apporte une charge élémentaire. Donc de même pour la partie N, la charge sera égale à END. Donc ça c'est pour tous les X qui sont entre 0 et W2. Bien sûr, il faut avoir de la neutralité. Alors même si on a une charge ici positive et une charge négative ici, mais le semi-conducteur entier devrait être neutre parce que on ne va pas créer de la charge avec une jonction. On ne crée pas de la charge. La charge, elle doit être nulle. La jonction, la diode, elle doit être neutre. Donc, l'intégrale, normalement, de moins l'infini à plus l'infini, mais on n'a pas de charge en moins l'infini et plus l'infini, donc la charge se trouve entre W1 et W2, et donc l'intégrale de W1 et W2 de ρ dx, elle doit être nulle. Ça, c'est la neutralité, c'est quelque chose qui doit être respecté. D'où N fois W1, donc on intègre cette quantité, donc on a ici ENA et END, donc normalement on aura ENA W1 qui doit être égal à moins ND moins END W2. Alors c'est logique parce que le W1 est négatif, le Na est positif, c'est une concentration, donc cette grandeur elle est négative, et ici on a le WD, le ND qui est positif et le W2 qui est positif, et donc toute cette grandeur elle est négative. Alors, si on remplace, donc WT, c'est ce que j'appelle ici la taille de la zone dépeuplée, donc c'est la taille de cette zone-là, c'est W2 moins W1, donc on a le WT qui est égal à W2 moins W1, si on remplace, on aboutit au fait que W1, c'est moins ND sur Na plus ND WT, et W2, c'est Na sur Na plus ND fois WT. Donc, plus il y a d'accepteurs, plus W2 serait grande. D'accord? Donc, plus il y a d'accepteurs, donc plus il y a de charges négatives, plus le W2 serait grand. Et plus il y a de donneurs, plus le W1 serait grand. Quand je dis W1, dans ce cas, c'est la taille, c'est la valeur absolue de W1. Donc, finalement, la zone dépeuplée va pénétrer plutôt dans la zone la moins dopée. Alors, si on a le même dopage Na et Nd, la zone serait équitablement répartie. On aura la moitié ici et la moitié là. C'est ce que j'ai représenté plus ou moins ici. J'ai représenté qu'il y a la même partie de ce côté que de ce côté. Alors ça, c'est vrai juste si on a la même concentration Na que la concentration Nd. C'est-à-dire on a dopé avec la même concentration d'accepteurs que la concentration de donneurs. Mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours vrai. Et donc, ce qu'on va avoir, c'est que la zone dépeuplée va pénétrer plus dans la zone la moins dopée. Donc, W1 serait d'autant plus grand que les donneurs sont grands. La concentration des donneurs, elle est grande. Bien, on peut aller donc encore plus loin et utiliser la loi de Gauss qui dit que la dérivée du champ est égale à la charge sur epsilon.
Et on rajoute sur ça les conditions en limite, c'est-à-dire que EI en W1 est égal à EI en W2 est égal à 0. Alors ça, c'est pourquoi? Parce qu'on n'a pas de champ dans la zone quasi-neutre. Donc dans toute cette zone, on n'a pas de champ. Et dans toute cette zone, on n'a pas de champ. Et particulièrement à W1, on ne doit pas avoir de champ. Et à W2, on ne devrait pas avoir de champ. Donc si on intègre, on aboutit au fait que EI, pour tout ce qui est inférieur à W1, il est nul. EI, pour tout ce qui est inférieur à W2, il est nul. Et on intègre ρ, donc je rappelle que ici c'était une constante négative, donc l'intégrale donne moins ENA sur epsilon, donc ça c'est négatif, x moins W1, et ici c'était une constante positive, ça donnera ENT sur epsilon, x moins W2. Alors bien sûr on peut calculer le cas particulier, alors ici il ne faut pas oublier que ça doit être égal, on devrait avoir une continuité de champ, donc EI 0 plus est égal à EI 0 moins. Et on peut remplacer ici par 0 et faire en sorte que W1 est égal à 7 EI à 0 plus est égal à EI 0 moins. Et on aboutit au fait que le champ maximal, il est ENA sur NT, ENA ND sur epsilon NA plus NT. Donc, nous avons calculé le champ, la fonction du champ, en fonction de W1 et W2, et la fonction du champ maximal en fonction de WT. Il faut savoir que WT, c'est une grandeur qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas se tromper, on n'a pas encore déterminé la valeur du champ maximal. Parce que WT, c'est une zone qui se trouve à l'intérieur, c'est la taille de la zone dépeuplée, c'est quelque chose qu'on ne peut ni mesurer, ni observer. Donc si vous prenez un morceau de silicium, il y a une certaine limite, on a une jonction, il y a de côté P et de l'autre côté N, il y a une certaine place au niveau de N, un certain W2 ici, un certain W1 ici, où il y a plus de, donc entre les deux, il n'y a pas d'électrons. C'est quelque chose qu'on ne peut pas observer, qu'on ne peut pas connaître. Donc on continue. Donc on a le champ qui est en fonction de WT. Maintenant, en ce qui concerne le potentiel. Alors, pour le potentiel, on utilise donc la loi de Gauss. On a moins la dérivée de la tension qui est égale au champ. Donc, et on sait que dans la zone quasi-neutre N et quasi-neutre P, donc avant on avait, donc pour tout ce qui est supérieur à W2, on avait un champ qui est nul, donc ça donne une constante qu'on va noter Vn, et pour tout ce qui est pour tout ce qui est inférieur à W1, on a une constante qu'on va noter Wp. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Maintenant, à l'intérieur, on sait que ça va donner une intégration qui va donner un certain x carré, une fonction en fonction de x carré. Et avec la continuité au niveau de W1 et la continuité au niveau de W2, on aboutit à les conditions limites pour avoir plus Vp et plus V. Maintenant, par la continuité au niveau 0, donc au niveau de Vs ici, on sait que ce terme au niveau de 0, en remplaçant ici par 0, devrait être égal à ce terme en remplaçant ici par 0. Et ça nous donne le fait que Vn moins Vp, donc le Vn moins Vp est égal à ce terme ici. Donc c'est E sur 2 epsilon, W1 carré Na plus W2 carré Nd. C'est ce qu'on va appeler UD. Alors UD c'est quoi? UD c'est la barrière potentielle. Donc de même W1 et W2 on ne les connaît pas, on va les remplacer par WT. Donc on va les remplacer par leur valeur qui est moins ND sur Na ND WT et Na plus ND WT. Et on aboutit à cette nouvelle forme UD. Alors, il faut savoir un truc en ce qui concerne tout ce qui est physique et même ce qui est chimique. On ne s'intéresse pas au potentiel. C'est quelque chose qu'on ne sait pas mesurer correctement, qu'on n'arrive pas à cerner. Un potentiel, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, ce qui nous intéresse dans presque toute la science, hein, je vais dire, dans tout ce qui est physique et chimique, c'est toujours la différence de potentiel. Alors, un potentiel, finalement, ça, ce n'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la différence potentielle. Et tant mieux, donc ici on trouve UD, on s'en fout de Vn et de Vp, on trouve UD. UD, c'est la différence potentielle qu'on va appeler barrière de potentiel. C'est la barrière de potentiel. Donc elle est égale à E sur 2 epsilon, NaNd sur Na plus Nd, Wt au carré. Donc bien sûr, encore une fois, on a déterminé UD, donc cette barrière de potentiel en fonction de WT, que l'on ne connaît pas, ça reste quelque chose de non connu.
Mais on peut dire que WT, c'est racine de 2 epsilon sur E, Na plus Nd sur NaNt Ut. Bien, maintenant, allons voir cette barrière potentielle d'un autre point de vue. Alors, considérons l'instant juste avant la création de la jonction. Alors, comme j'ai dit, on ne construit pas de jonction en collant un semi-conducteur N avec un semi-conducteur P. Ça ne se fait pas. Mais pour la simplification et pour des raisons pédagogiques de raisonnement, admettons que c'est comme ça que ça se passe. Et supposons qu'à l'instant T0, on a un côté P et un côté N qui sont séparés. Alors, on sait que le potentiel dans un semi-conducteur, ce n'est rien d'autre que le niveau de Fermi. Il est donné par le niveau de Fermi. Et on sait que le niveau de Fermi, donc dans le côté P, le potentiel dans le côté P, c'est Vp qui est égal au niveau de Fermi dans le côté P sur E. Et la tension, le Vn, la potentielle au point N, c'est EFN sur E. Donc, pour un dopage fort, alors je vais me placer pour dopage fort pour ne pas avoir cette formule de N qui est racine de delta N, 1K demi, delta N carré, donc toutes ces histoires qui est un petit peu compliquées. On va prendre quelque chose de simple. Et on va dire que N est égal à ND. Bien sûr, si on n'est pas dans le dopage fort, on prendra ces formules-là. C'est juste pour simplifier le cours. Je prendrai une valeur simple. On supposera que la concentration des électrons est égale à NT et on se placera dans le cas du fort dopage. De même pour Na, on se placera dans le fort dopage et on prendra le P qui est égal à Na. Donc, on sait que le N, ce n'est autre que NC exponentielle, le niveau de Fermi moins EC sur KT. EC, c'est le niveau le plus bas de la bande de conduction. Et Na, c'est égal à PV exponentielle EV. EV, c'est le niveau le plus haut de la bande de valence, moins EF, donc dans le cas P, ça EFP, sur KT. Donc, de là, on peut déduire le niveau de Fermi dans le côté N, le niveau de Fermi dans le côté P, qui sont EC, et ici EV, plus moins KT ln ND sur NC et Na sur PV. Bien, maintenant, considérons l'instant T est égal à 0+, c'est-à-dire l'instant juste où on va créer cette jonction, on va les coller. Alors d'abord, il y aura la création de la zone dépeuplée. Mais on sait que selon Shockley, selon les hypothèses de Shockley, on sait que toute cette zone ici et toute cette zone ici sont quasi neutres, c'est-à-dire qu'ils conservent les caractéristiques d'un semi-conducteur type N dopé avec Na et dopé avec Nd. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On ne peut pas avoir quelque chose d'autre que Vp et Vn. Donc, on va avoir Vp et Vn avec niveau de Fermi sur E. Donc, grâce à Shockley, on connaît Vn et on connaît Vp. Bien sûr, dans la zone dépeuplée, il y aura de la continuité de potentiel. Il va y avoir une certaine continuité ici. Et on ne va pas avoir de discontinuité. Et on sait à partir des équations précédentes que, effectivement, il y a une continuité. Donc, maintenant, pour la différence potentielle qui est UD, qui est Vn moins Vp, c'est EFN moins EFP sur E, c'est EG sur E moins KT sur E, ln PV, NC, N sur Na, Nd. Donc, voilà, nous arrivons avec deux formules de UD, une formule qui dépend de EG, KT et de dopage NaND, et une formule qui dépend de WT. Alors, la réalité, c'est que pour un certain dopage NaND, donc, c'est ce que je fais ici. Je prends un certain dopage NaND, je calcule UD. Donc, pour un certain dopage NaND, on connaît UD. Et c'est à partir de UD qu'on peut connaître la taille de la zone dépeuplée. Et à partir de la taille de la zone dépeuplée, on peut déterminer W1 et W2. Et à partir de W1 et W2, on peut connaître la formule du champ. Donc, j'ai suivi l'autre chemin qui est le plus simple pédagogiquement pour passer le message, mais la réalité c'est qu'on commence par UD, c'est UD qu'on connaît, c'est UD qu'on peut d'ailleurs mesurer, on peut mesurer ce UD, et à partir de UD on peut déduire le reste. Mais bon, pour un enchaînement logique et simple à suivre, j'ai suivi le chemin inverse. Donc, je prends une application numérique ici, juste pour donner un ordre de grandeur. Je prends un dopage de puissance 17 en accepteur et je prends la moitié en donneur, 1 10 puissance 17 cm-3.
Alors, si j'applique ça en connaissant NCPV, donc ça, on l'avait déjà donné dans le cours, et en connaissant EG, donc pour le silicium, je trouve un certain UD qui est égal à 852 millivolts. Et pour le germanium, quelque chose de 458 millivolts. Alors, ceci devrait directement vous rappeler les tensions caractéristiques des diodes silicium et des diodes germanium qui sont usuellement posées 0,7, c'est-à-dire 700 millivolts, et 0,3, c'est-à-dire 300 millivolts. Alors bien sûr, c'est d'autres conditions, c'est d'autres dopages, mais c'est quelque chose qui n'est pas très loin, c'est juste un autre choix de dopage.